Merci infiniment de m'avoir convié ici. C'est un endroit que je connais bien, qui m'a permis de découvrir de très nombreux auteurs qui accompagnent ma pensée désormais. Je pense à Baptiste Rapin, qui pour moi est un très grand penseur du fait organisationnel contemporain, à Éric Branca aussi, à Laurent Henninger, qui sont vraiment des gens qui, grâce au cercle Aristote, nourrissent la pensée et structurent des idées claires pour comprendre un certain nombre d'enjeux contemporains. Donc merci infiniment de m'honorer de passer après eux. Alors, comme vous l'avez dit, je ne suis pas au sens propre un spécialiste de philosophie politique. Mon domaine de spécialisation, c'est plutôt la métaphysique du XVIIe siècle et l'idéalisme allemand. Et ça n'est pas au sens propre la philosophie politique. Les écrits que j'ai publiés sont plutôt consacrés à Descartes. J'ai fait une édition des œuvres complètes de Spinoza. J'ai écrit sur Kant et Hegel, et très très peu sur la philosophie politique. Mais ce que je vais essayer de montrer en partie ce soir, c'est que la question métaphysique, en fait, est au cœur du problème libéral, d'abord et avant tout en raison de la question de la liberté. C'est qu'en réalité, la métaphysique est la seule manière de comprendre ce qu'on appelle le libre arbitre. Et que si on ne le comprend pas d'un point de vue métaphysique, en fait, on ne comprend pas ce que veut dire la liberté au sens général, et on ne comprend pas pourquoi le libre arbitre n'est pas du tout un synonyme de la liberté. Le libre arbitre, ce n'est pas la liberté, c'est un cas très particulier qui suppose une série de croyances et qui est souvent confondu avec la liberté. Et ce que je vais essayer de montrer ce soir, c'est que, d'une part, le libéralisme n'est pas une doctrine au sens propre, et que, d'autre part, le libéralisme n'a rien à voir avec le libre arbitre. Et en fait, pour comprendre ça, il faut faire de la métaphysique. Donc, il y aura une toute petite partie de métaphysique pour aborder cette question-là. Ce sera un tout petit peu technique, mais j'espère qu'elle sera un peu pas claire. Et c'est vraiment l'enjeu central de ce soir. Il y en aura d'autres, dont je vous parlerai progressivement. Par ailleurs, pourquoi j'ai proposé à Pierre-Yves Rougeron une conférence sur la question du libéralisme, c'est en tant que professeur, à vrai dire. Je suis très honoré d'avoir quelques étudiants qui sont là ce soir. Et quand vous êtes professeur, vous essayez d'expliquer des choses que vous êtes censé avoir comprises. Et je dois confesser que pendant des années, j'ai employé le mot libéral ou libéralisme dans mes cours, et puis progressivement, les années passant, je me dis, tiens, c'est bizarre, cet auteur, je le qualifie de libéral, l'autre aussi, mais en fait, ils n'ont rien à voir. Par exemple, pour donner un cas très, très simple, entre Locke, Hume, Bentham, le lien entre ces trois auteurs est quand même très faiblard. Et pourtant, chacun va y voir des libéraux d'une manière ou d'une autre. Et donc, progressivement, en enseignant, je me suis demandé quel était le sens de cet adjectif libéral ou de ce substantif libéralisme que j'employais, et dont, pour moi, en tout cas, le sens n'était pas clair du tout. Et donc, les questions qui se sont imposées à moi, mais via l'enseignement avant tout, sont au nombre de 4, enfin 5, mais je n'en traiterai que 4. La première question est toute bête, mais j'ai fini par me demander pourquoi on parlait de libéralisme et non pas de libérisme. Parce que si c'était une doctrine de la liberté, libertas en latin devrait donner libertisme ou éventuellement libérisme. Mais on dit toujours libéralisme. Et donc je me suis demandé pourquoi ce terme de libéralisme avait-il été préféré à la notion de libérisme ou de libertisme. La deuxième question que je me suis posée, c'est à partir de quand, concrètement, d'un point de vue strictement historique, les notions de libéralisme d'un côté et de libéral au sens politique du terme de l'autre sont apparues et ont commencé à être véritablement employées. On verra, en fait, la réponse est très simple. Hein. C'est très tardif. Ça apparaît au début du XIXe siècle, dans un contexte très précis, ce qui veut dire d'emblée que tous les grands auteurs qu'on qualifie de libéraux ne se sont jamais appelés libéraux. Que ce soit Locke, Hume, Smith, ces gens-là n'appartiennent pas à une sphère historique dans laquelle on parlait de libéraux. Bon. La troisième question que je me suis posée, c'est finalement, quand on qualifie un auteur de libéral, est-ce que ça dit quelque chose de sa pensée ? Est-ce que quand on dit un tel est libéral, ça aide à mieux comprendre? Est-ce que ça offre un gain d'intelligibilité de la pensée qu'on vient de qualifier? Ou est-ce que, au contraire, comme me disait tout à l'heure Pierre-Yves Rougeron, c'est un mot valise qui ne veut strictement rien dire et qui masque le fait qu'on n'a pas compris tel ou tel aspect? Et le quatrième élément que je me suis posé, c'était de savoir si on pouvait établir des liens qui permettraient de définir une doctrine entre les différents auteurs libéraux, en gros, de John Locke à Nozick, pour aller très vite. Est-ce qu'il y a vraiment une espèce de colonne vertébrale unique qui permettrait de définir une doctrine libérale? Bon, alors c'est une question qui est très classique, évidemment. Alors, il y a une cinquième question que je m'étais posée, mais je ne la traiterai pas du tout ce soir, c'est la question des droits de l'homme et du citoyen. Alors, je parle uniquement de la déclaration de 1789,
est-ce que c'est une doctrine libérale ou pas? Alors, je m'étais jamais posé la question de pas, parce que pour moi, il était évident que oui. Et à la faveur d'un débat entre Becbédé, mais alors pas Frédéric, Charles, et Gaspard Koenig, je me suis rendu compte que l'appartenance de la Déclaration des droits de l'homme au libéralisme n'allait pas de soi, que certains la contestaient, en l'occurrence c'était Becbédé, et en y réfléchissant, je me suis dit qu'en effet, il y avait des aspects dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui étaient très obscurs. C'est un texte qui est notoirement obscur et ambigu, mais enfin, sa caractérisation de texte libéral pose problème. Pour nous, ça va de soi, parce que tout le monde a lu Marx, ou Marx fait des droits de l'homme le summum de l'idéologie du monde capitaliste, et donc le libéralisme est l'idéologie du monde capitaliste, quand on est un peu marxiste, et même si on n'est pas marxiste, on est imprégné de cette manière de voir, et finalement, les choses, à mon avis, sont beaucoup plus complexes que cela. Alors, je vais commencer par deux parties assez simples et très historiques pour essayer de fixer déjà les dates, les apparitions des termes, et voir ce que les termes signifiaient au moment où ils sont apparus. Je vous ai mis une petite chronologie, qui n'est pas de moi, qui est honteusement volée à Wikipédia, et qui vous met en gros tous les auteurs qu'on a l'habitude de qualifier de libéraux. Donc comme ça, vous voyez à quelles époques ils appartiennent, et ça permet d'avoir une représentation à peu près claire de ce dont on parle. Donc je commence par la première question, à savoir pourquoi parler de libéralisme et pas de libérisme? Pourquoi ne pas parler de libertisme? Et cette question-là va prendre un certain temps avant d'y répondre. Elle va être compliquée parce que, en fait, tous les auteurs qui se sont penchés sur le libéralisme ont remarqué à quel point la définition même du libéralisme était introuvable. Alors, je vous ai mis un certain nombre de textes de différents auteurs, de différentes optiques. Je vous ai mis un texte de Pierre Manant, que vous connaissez, qui est venu, je crois, ici, et qui a fait une très célèbre anthologie de textes qui s'appelle Les Libéraux, qui est une des meilleures anthologies de textes d'auteurs libéraux qu'on peut trouver, avec peut-être une surreprésentation de Montesquieu. Mais enfin, c'est un livre indispensable pour avoir une espèce de représentation globale de ces auteurs-là. Et dès l'introduction, Manant nous dit, je cite les lignes 2 et 3 du texte 1, l'organisation que nous désignons ainsi rétrospectivement se laisse malaisément définir, elle est fort bigarrée. Même Pierre Manant, qui a passé sa vie à travailler sur les auteurs libéraux, est obligé de reconnaître que la définition même de ce dont il parle n'est pas extrêmement claire. Alors, on peut trouver une première porte de sortie en allant voir Léo Strauss. Léo Strauss, très grand philosophe du XXe siècle, qui s'était exilé aux États-Unis et qui a écrit un livre absolument remarquable, qui est un recueil d'articles, qui s'appelle « Le libéralisme antique et moderne ». C'est le texte numéro 2. Et Léo Strauss propose une piste pour essayer de penser ce que veut dire libéral. C'est une piste négative. Au fond, est libéral celui qui n'est pas conservateur. Le libéral ne se définirait que par opposition au conservatisme. Et Strauss analyse cela. Et je vous lis le texte 2 en entier, parce que on voit tout de suite à quel problème tout cela mène. C'est par opposition au conservatisme que l'on entend ici et maintenant le libéralisme. Reconnaître cela revient néanmoins à admettre que cette distinction n'est pas sans difficulté théorique, susceptible d'avoir des conséquences pratiques. Alors, il écrit évidemment durant la guerre froide. Une difficulté sérieuse apparaît si l'on prend en considération le fait que dans ce pays, le libéralisme et le conservatisme ont aujourd'hui une base commune. Ils sont tous deux fondés aujourd'hui, et dans ce pays, sur la démocratie libérale, et en conséquence, ils s'opposent l'un et l'autre au communisme. Pourtant, ils diffèrent profondément dans leur opposition au communisme. À première vue, le libéralisme semble en accord avec le communisme en ce qui concerne la fin ultime, alors qu'il est radicalement en désaccord avec lui en ce qui concerne la voie qui conduit à cette fin. C'est typiquement du Léo Strauss, c'est assez obscur, mais bon, après il faut interpréter ce qu'il veut dire. Mais c'est très intéressant parce qu'on voit que la définition négative du libéralisme, est libéral celui qui n'est pas conservateur, conduit à des problèmes quand on pense les alliances objectives. Les libéraux et les conservateurs sont alliés contre le communisme. Et pourtant, les libéraux sont censés avoir les mêmes buts que les communistes. Bon, donc finalement, ça ne clarifie pas tant que cela.
Alors, quand vous lisez par ailleurs des collectifs universitaires consacrés à la question, on aurait pu en citer beaucoup, mais j'ai pris celui de Gilles Kevorkian, qui est un assez bon collectif, paru chez Ellipse. Dans les préfaces, très souvent, on vous dit « on va parler de quelque chose dont personne ne sait ce que c'est ». Mais on va vous montrer quels sont les auteurs qui appartiennent à cette tradition-là. Et le texte 3 de Kevorkian, qui est tiré de son article au sein du collectif, dit cela d'une manière assez claire. Bon, je ne vais pas multiplier sans fin ce genre de propos-là, mais je voudrais néanmoins mentionner dans cette optique-là un livre absolument remarquable, qui est peut-être le meilleur qui a été écrit sur la question, qui est le livre d'Helena Rosenblatt. Alors, je l'ai apporté, qui s'intitule « L'histoire oubliée du libéralisme ». C'est un livre qui est traduit en français désormais. Et cette histoire oubliée du libéralisme, c'est un texte qui va essayer de penser la continuité du libéralisme depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et qui va évaluer les changements de sens de cette notion, mais en rappelant une évidence, c'est que la notion de libéral est une notion antique. C'est une notion antique qui fait partie des vertus antiques. Et elle est l'une des seules, en fait, à prendre appui sur cet enracinement-là. Et elle va essayer ensuite de développer son fil en privilégiant le moment français, en disant, en fait, l'aspect politique de ce qu'est un libéral, c'est essentiellement une question française du XIXe siècle. Donc c'est un livre écrit par une auteure américaine, mais qui dit, pour une fois, c'est à la France que revient le mérite d'avoir eu les plus grands penseurs libéraux, dont Aron était peut-être l'ultime queue de comète. Et c'est cette période-là, française, 19e, qu'il faut étudier si on veut comprendre le libéralisme. Ça ne l'empêche pas de dire, je vous ai mis ça dans le texte 4, dans l'introduction, les mots suivants. À dire vrai, nous ne savons pourtant pas très bien ce que nous entendons par libéralisme. C'est un terme que nous utilisons de toutes sortes, de façon parfois intentionnellement, mais aussi parfois sans nous en rendre compte. Ces différents usages ne se recoupent guère, rendant de fait impossible toute discussion raisonnable. Et nous gagnerions à savoir de quoi nous parlons lorsque nous parlons de libéralisme. De ce point de vue, les différentes histoires du libéralisme ne nous sont pas d'un très grand secours. La plupart des chercheurs reconnaissent un problème de définition et admettent en préambule de leurs travaux que le terme de libéralisme est un terme insaisissable et incertain. Ça, c'est vraiment devenu un lieu commun. Le libéralisme est aussi lié à quelques énigmes et curiosités supplémentaires. De nos jours, dans le langage courant de France ou d'autres régions du monde, être libéral signifie soutenir un État faible, alors qu'aux États-Unis, cela signifie au contraire être partisan d'un État fort. Bon, voilà l'état des lieux, qui est un peu décourageant. Maintenant, si vous regardez les tentatives de définition qui ont été faites du libéralisme, si on essaye de synthétiser toutes les définitions qui en ont été données, en gros, on peut en comptabiliser 6. Il y a 6 manières de définir le libéralisme, on peut ici dénombrer. La première, la plus classique, c'est celle par exemple que Montesquieu a parfaitement incarnée, c'est l'idée de limiter l'étendue d'un pouvoir, en particulier d'un pouvoir politique. Et c'est ce qu'on appelle parfois du constitutionnalisme. Donc ça, c'est la tradition qui, pour nous Français de surcroît, est très bien connue, l'idée qu'un pouvoir doit être profondément limité. Montesquieu l'incarne parfaitement. C'est peut-être un héritage de ce que l'on a appelé à la fin du XVIe siècle les monarchomaques, c'est-à-dire un courant assez radical voulant contrer la monarchie de manière parfois assez violente, réclamant la mort pour les monarques exerçant des abus de pouvoir. C'est peut-être la version un peu plus théorique et pacifiée de ce que furent les monarchomaques. Deuxième approche que l'on peut avoir, c'est par exemple celle qui structure l'œuvre de Francis Fukuyama. Je cite d'ailleurs Fukuyama, c'est la page 68 de La fin de l'histoire et le dernier homme. C'est pas dans les citations, c'est une citation de mon document. Fukuyama écrit « Le libéralisme peut être défini assez simplement comme un système légal. Comme un système légal, ne dit pas politique, comme un système légal qui reconnaît certains droits individuels et libertés indépendants du contrôle de l'État. » Indépendant du contrôle de l'État. Bon, là c'est très intéressant, on a une espèce de vision du libéralisme qui est encore négative. C'est un système légal au sens où ça n'est pas un système politique et qui échappe à l'État et par lequel vont être reconnues les libertés. Troisième définition du libéralisme, c'est en partie, mais en partie seulement, celle de Léo Strauss. Léo Strauss considère que le libéralisme, c'est toute forme de primat des droits sur les devoirs. Toute forme de primat des droits sur les devoirs. Et avec cette définition-là, il fait de Hobbes un libéral.
Bon. Parce que le droit naturel apparaîtrait avant la notion de devoir dans l'état de nature, et la primauté du droit naturel sur les devoirs ferait de Hobbes un libéral. Je ne discute pas la thèse ici, c'est pas du tout l'enjeu, mais ce primat des droits sur les devoirs serait, en partie, la définition du libéralisme, notamment chez Strauss. Quatrième définition, qui est très très connue pour d'autres raisons, c'est l'idée de l'autonomisation de la société civile. La société civile s'affranchirait de la tutelle de l'État, développerait des relations spontanées, en général de nature économique, et déterminerait une espèce de zone libre par rapport à la vie étatique. Et en gros, alors là c'est vraiment le gros morceau, c'est ce qu'on trouve chez Hume, c'est ce qu'on trouve chez Smith, et c'est tout ce qu'on trouve chez Hayek, et en partie chez Mises. Cette idée d'une autonomisation de la vie civile par rapport à l'État. Cinquième définition qu'on peut trouver, c'est par exemple celle de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Damien Tellier, qui est un professeur de philosophie politique. Le libéralisme serait fondamentalement une doctrine du droit naturel qui déboucherait sur des droits. Une doctrine, donc, qui poserait une nature humaine stable, une nature humaine qui n'évoluerait pas, et dans cette nature humaine seraient inscrits des droits éternels. Le cas le plus connu, évidemment, ce serait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est un courant qui n'est pas mort du tout. Pour prendre un auteur contemporain, Robert Nozick, aux États-Unis, est un fervent défenseur du droit naturel et de la nature humaine. L'idée qu'il y ait une constance de la nature humaine qui n'évolue pas. Et là, alors on y reviendra, mais c'est capital, cette question-là. Il est évident que si vous admettez qu'il y a une nature humaine, c'est-à-dire quelque chose de stable, vous ne pouvez pas être progressiste. Parce qu'on ne peut être que progressiste à la condition suivante, il faut que l'être humain n'ait pas de nature. Il faut qu'il puisse évoluer et changer. Sinon, la possibilité même d'imputer un progrès aux humains n'est pas possible. Donc, toutes les doctrines qu'on appelle libérales fondées sur le droit naturel sont strictement incompatibles avec un progressisme radical ou métaphysique. On ne peut améliorer qu'à la marge, sur des questions sans importance, les conditions humaines, mais pas la nature humaine. La nature humaine est stable, elle a un noyau qui ne varie pas. Et en fait, alors, mon opinion, je vous la donne tout de suite, c'est que le libéralisme ne peut pas être une doctrine, ni même un concept, parce que chez les libéraux, vous en avez qui croient à la nature humaine stable, et vous en avez qui la rejettent radicalement. Donc rien que pour ça, rien qu'en raison de ce désaccord fondamental sur ce que c'est qu'un être humain, il n'y a pas d'unité doctrinale du libéralisme, et en fait, il n'y a pas de libéralisme au sens conceptuel du terme. Ce n'est pas possible. Ou alors, vous dites, je prends la moitié de tous les libéraux, je les mets à la poubelle, et je dis, ce ne sont pas des libéraux parce qu'ils ne croient pas à la nature humaine. D'accord? Mais dans ce cas-là, vous mettez même David Hume à la poubelle. Jusqu'à un certain point, vous mettez Adam Smith. Hein. Adam Smith est très ambigu sur la question de la nature humaine. Vous mettez Hayek. Hayek n'est pas libéral en ce sens-là. Il ne croit pas dans une nature humaine stable. Il ne croit pas en une nature métaphysique qui ne serait pas soumise au temps et à l'évolution. C'est un grand partisan de Darwin, du reste. Donc ça, c'est un point crucial, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Et sixième définition, alors là, qui est très connue en raison des débats politiques actuels, c'est la prétendue neutralité axiologique, l'indifférence à l'endroit des valeurs de l'État, et qui est défendue par quelqu'un de très célèbre, notamment qui est John Rawls. John Rawls est l'un des grands partisans de la neutralité axiologique, et le libéralisme, dans ce cas-là, serait une neutralisation de la hiérarchie des valeurs dans le domaine politique et social. De cela pourrait découler une forme de tolérance, mais on parlera un peu plus tard de la tolérance, parce que c'est un concept extrêmement ambigu. Bon, alors si on regarde ces six grandes définitions, on constate en gros trois choses. Un, la plus évidente, c'est qu'il n'y a pas d'accord sur la définition du libéralisme, c'est complètement éclaté. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que c'est fondamental, peut-être que la ligne de clivage la plus forte, c'est celle qui concerne la nature humaine et le droit naturel. Parce que ça engage toute la question du progressisme, et ça engage toute la question de pouvoir changer significativement les conditions de vie humaine. Encore une fois, croire dans la nature humaine et croire au droit naturel, ce n'est pas compatible avec le progressisme. C'est fondamental. D'ailleurs, c'est pour cela que Marx s'en prend au droit de l'homme. C'est qu'il a très bien compris ça.
Il a très bien compris que croire aux droits de l'homme, c'est croire à la nature humaine. Croire à la nature humaine, c'est rendre impossible le changement de manière profonde. Et troisième élément qui apparaît, je n'ai pas parlé de la question du contrat social. Et très souvent, on dit le libéralisme, en fait, c'est le contractualisme, c'est l'idée selon laquelle, contrairement à ce qu'a dit Aristote, l'homme n'est pas un animal politique, l'homme n'est pas par nature fait pour vivre dans une cité en établissant des relations de justice. L'homme est un individu qui calcule ses intérêts et qui, calculant ses intérêts, peut contractuellement définir un cadre social. On appelle ça du contractualisme. Bon. Si on définit le libéralisme comme un quasi-synonyme du contractualisme, alors on exclut du libéralisme Hume, Smith, Hayek, qui sont des anti-contractualistes de première, et on inclut dans le libéralisme Hobbes et Rousseau. Alors Hobbes, ça se discute, mais Rousseau dans le libéralisme, là vraiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça devient incompréhensible. Donc le libéralisme n'est pas un synonyme du contractualisme. Beaucoup de contractualistes ne sont pas du tout libéraux en aucun sens possible, et beaucoup de libéraux sont anti-contractualistes. Ça, c'est un point sur lequel on va revenir également. Alors, je vous donne les deux thèses que je vais soutenir à présent. Les deux thèses vont être les suivantes. La première, je l'ai déjà mentionné, c'est que le libéralisme n'est ni une doctrine, ni même un concept. C'est-à-dire, je ne vous donnerai pas de définition du libéralisme parce qu'il n'en a pas. Et on ne peut pas lui donner un sens unifié. En revanche, ce que c'est, à mon avis, c'est mon hypothèse, c'est que c'est un tueur de fiction. En fait, le libéralisme, c'est une manière de dire, dans un dialogue avec d'autres pensées, examinons si ce dont tu parles a une réalité. Est-ce que tu n'es pas en train de me parler de quelque chose qui n'existe que dans ton esprit ou que dans le langage? Madame Thatcher, lorsqu'elle dit « il n'y a pas de société, il n'y a que des individus », elle tue la fiction dans son esprit. Madame Thatcher vous dit « moi je n'ai jamais croisé la société. J'ai jamais croisé le cercle Aristote. J'ai croisé des membres du cercle Aristote, qui tous ensemble forment le cercle, n'est-ce pas? Mais le cercle lui-même, en tant que tel, n'existe pas sans les membres. Je croise donc des individus qui, collégialement, forment le cercle. Mais le cercle n'est pas une réalité autonome. La société, c'est pareil pour Madame Thatcher. Il n'y a que des individus qui, mis ensemble, forment une société. Mais elle n'a jamais croisé la société. Ça n'est pas un objet d'expérience possible. D'accord? C'est ça, le libéralisme. C'est un tueur de fiction. Dans l'esprit du libéralisme, en tout cas. Alors, qu'on s'entende bien pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, il y a évidemment une doctrine de Locke, il y a une doctrine de Smith, il y a une doctrine de Hume, il y a une doctrine d'Hayek. Hein. Je ne dis pas la doctrine des auteurs, je nie la doctrine du libéralisme comme tel. Le libéralisme n'a pas de contenu doctrinal spécifique. Il est simplement une méthode pour mettre fin à un certain nombre de fictions qui, une fois répétées, finissent par être crues. Et on verra tout à l'heure que la question du libre arbitre relève pour les libéraux, à mon avis, de cette catégorie-là. Deuxième thèse que je vais essayer de soutenir, et là c'est vraiment Helena Rosenblatt qui m'a ouvert les yeux, c'est que c'est un gros paradoxe. Le libéralisme n'est pas une doctrine ni même un concept, mais on a raison de parler de libéralisme. C'est-à-dire on a raison de ne pas dire libérisme ou libertisme. Il y a des raisons très profondes d'employer ce terme-là, c'est-à-dire de faire référence à ce qui est libéral, et c'est ce que je vais essayer de montrer à présent. Et alors, tout à l'heure, c'est Pierre-Yves Rougeron qui me faisait la remarque, mais Léo Strauss aussi a très bien vu ça, avant Rosenblatt. Il faut remonter à l'Antiquité pour comprendre la question centrale de l'adjectif libéral. Alors, je vais faire un tout petit peu d'étymologie, en rappelant des choses assez connues. L'adjectif libéral vient du latin liberalis, qui lui-même est construit à partir de liber. Liber, en latin, c'est très connu, ça veut dire libre. Première remarque, alors, c'est vraiment mon leitmotiv. Hein. Libre pour un Romain, non chrétien, j'entends, libre pour un païen, disons, ça n'a aucun rapport avec le libre arbitre. Un païen ne peut pas comprendre ce que serait le libre arbitre. Pourquoi? Parce que libre au sens de liber, ou libre au sens de l'élotéria en Grèce, c'est une relation. C'est une relation à autre chose que soi, qui se pose comme indépendante.
C'est-à-dire, je ne peux être libre qu'à deux. Je ne peux être libre que si je ne dépends pas de toi. Donc, libre, ça ne peut caractériser qu'une relation entre au moins deux entités, et par cette relation est dite l'indépendance d'une entité par rapport à l'autre. Et en général, c'est une relation de non-suggestion. Bon. Donc, libre, ça a d'abord un sens négatif. Je ne dépends pas d'autre chose que moi. Et c'est pour ça que quand vous lisez Aristote, par exemple, quand Aristote parle de la cité libre, c'est pas une cité qui a un libre arbitre. C'est une cité qui ne dépend pas d'une autre cité. C'est une cité qui ne subit pas une suggestion à l'endroit d'une autre cité. Et dans l'histoire grecque, ce qui est très connu, c'est la Ligue de Délos, où vous voyez les cités refuser cette ligue parce qu'elles comprennent très bien que l'une des cités va prendre la domination et toutes les autres cités vont finir par s'assujettir, à Athènes en particulier. Donc, la liberté, c'est la non-suggestion à une autre entité, à une autre cité dans le cadre politique. Donc, c'est fondamental parce que ce qu'introduit le libre arbitre, c'est l'idée qu'on peut être libre seul. C'est-à-dire, le libre arbitre, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée selon laquelle il y aurait une volonté. Je dis cela au conditionnel, parce que la volonté, c'est une croyance. Hein. Des désirs, nous les avons tous éprouvés. Mais la volonté, une force qui ne serait pas un désir, et qui permettrait d'entreprendre des choses, peut-être. Enfin, c'est une croyance avant tout, elle peut être vraie, mais ça n'est pas une évidence de vie. Bon. Donc, il faut admettre qu'il y a une volonté, et que cette volonté est suffisamment forte pour pouvoir décider par elle-même, et le cas échéant, ne pas subir la causalité des choses extérieures. C'est ça le libre arbitre. On peut par soi-même agir indépendamment de toutes les causes qui agiraient sur moi. C'est quand même sacrément fort comme croyance. C'est une création conceptuelle à l'époque d'Augustin. Augustin va lui donner sa forme canonique. Ça permet, dans l'esprit d'Augustin, d'exonérer Dieu de la responsabilité du mal. Ça sert à ça initialement. Ça permet de dire Dieu n'est pas responsable du mal, du péché originel, parce que l'homme dispose d'une force telle qu'il peut être responsable de ce qu'il fait. Et pour penser la responsabilité, il a besoin du libre arbitre. Et donc, si l'homme est parfaitement libre et parfaitement responsable, il est responsable du péché originel. Dieu n'est pas responsable du mal. Ça sert à ça chez Augustin, le libre arbitre. Bien. Chose capitale, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'auteurs dits libéraux, Hume, Smith, Locke, contestent de toute leur force le libre arbitre. Ils n'y croient pas. C'est une fiction pour eux. C'est une fiction. Donc, je récapitule. Le terme libéralisme vient de libère. Libère en latin veut dire libre, mais libre au sens antique n'a rien à voir avec du libre arbitre. C'est une relation d'indépendance à l'endroit d'une autre entité. Maintenant, libéralisme, qui existe en latin, c'est une caractéristique de l'homme libre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est libère, on peut être libéraliste. C'est une caractéristique de l'homme qui est libre, qui n'est pas soumis, et qui va donc avoir l'occasion de développer des vertus. N'étant pas assujetti à un maître, il peut développer des vertus, c'est-à-dire, n'oubliez pas, vertu, ça veut dire des forces. Vertu, ça n'a pas le sens moral que les religions leur ont accordé dans l'Antiquité. Vertu, c'est la force de caractère par laquelle on peut développer par sa force un certain nombre de comportements. C'est pour ça que c'est lié à l'éthique, et que l'éthique, c'est le comportement. Et les vertus, ce sont des forces, ce ne sont pas des éléments de nature morale. Et donc l'homme libre, qu'on va qualifier de libéraliste, qu'est-ce qu'il va être? Qu'est-ce qu'il peut être? Eh bien, il va être généreux. Il va être généreux, bien sûr financièrement, mais aussi intellectuellement, mais aussi socialement. C'est-à-dire, pour employer un terme contemporain, mais en fait ça voulait déjà dire ça, il va être bienveillant. Il va être bienveillant, il va pouvoir faire la charité d'un point de vue financier, il va pouvoir accueillir intellectuellement des idées avec lesquelles il est en désaccord, mais sans les contester de manière brutale. Il va être charmant dans la vie sociale. Ce sont des caractéristiques de l'homme libre, et c'est cela que l'on entend par libéralisme. C'est une générosité dans le comportement, c'est le contraire de la mesquinerie. C'est le contraire de la mesquinerie. Strauss a écrit un très très bel article, c'est le texte 5, je ne le dis pas, mais ça, je vous renvoie au texte 5 où il décrit très très bien tout cela pour faire entendre la notion de libéralisme. Bien. En fait,
si on creuse un tout petit peu ce que ça veut dire que l'homme qui est libre n'est pas que libre, il est aussi libéré. Et il est libéré de quoi? Il est libéré de la bassesse humaine. Il est libéré de la bassesse humaine, il est libéré de la mesquinerie, et il peut parfaitement se comporter avec grandeur et noblesse. C'est ça que les latins entendent par libéralisme. Petite parenthèse, pour faire un saut dans le temps, quand on regarde dans le monde médiéval ce qu'on appelle les arts libéraux, le monde médiéval avait théorisé à la suite du monde antique les arts libéraux, c'est très intéressant parce que les arts libéraux, c'est pareil, ce sont des arts pour hommes libres qui se libèrent du corps. Les arts libéraux s'opposent aux arts mécaniques. Les arts mécaniques sont ceux qui sollicitent la main, le travail de la main et donc du corps, alors que les arts libéraux sollicitent d'abord l'esprit et éventuellement un sens, en général la vue. Et les arts libéraux, qu'est-ce que c'est? Ce sont les manipulations des nombres, quadrivium, les 4 manipulations de nombres, donc musique, arithmétique, géométrie et astronomie, et les manipulations du langage, rhétorique, grammaire, dialectique. Il faut entendre, il faut voir pour manipuler tout ça, mais ce ne sont pas des travaux manuels. Donc c'est libéré de la tutelle du corps. Et ce sont donc des arts dits libéraux par opposition aux arts mécaniques. Donc c'est toujours lié à la fin d'une suggestion. Alors, tout cela va nous permettre de comprendre un texte que je n'ai pas résisté au plaisir de mettre, de Descartes, qui définit dans les passions de l'âme la notion de générosité. Évidemment, Descartes a tout ça en tête. Hein. Descartes, tout ce que je viens de vous le dire, il le sait. Et la générosité qu'il donne, enfin la définition pardon, qu'il donne de la générosité, donc c'est le texte 6, articles 153 et 154 des Passions de l'âme, est extrêmement déroutante au début, puis après on comprend très bien pourquoi il dit ça. Il dit ceci, je le lis, article 153. Ainsi, je crois que la vraie générosité, qui fait qu'un homme s'estime au plus haut point qu'il se peut légitimement estimer, consiste seulement partie en ce qu'il connaît qu'il n'y a rien qui véritablement lui appartienne que cette libre disposition de ses volontés. Ni pourquoi ils doivent être loués ou blâmés, sinon pour ce qu'il en use bien ou mal, et partie en ce qu'il sent en soi-même une ferme et constante résolution d'en bien user, c'est-à-dire de ne manquer jamais de volonté pour entreprendre et exécuter toutes les choses qu'il jugera être les meilleures, ce qui est suivre parfaitement la vertu. Bon. En fait, l'homme généreux chez Descartes, c'est l'homme qui sait qu'il est libre. Et sachant qu'il est libre, d'une part, il s'estime, il a une générosité envers lui-même, et on verra que ça occasionne une générosité envers autrui, puisque si lui est libre, il y a de grandes chances qu'autrui le soit également. Et donc, on va pouvoir accorder son estime à autrui. Bien. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Je résume très brièvement. Libéral est un adjectif qu'on connaît dans l'Antiquité romaine. On pourrait même remonter à l'Antiquité grecque. Le terme existe, c'est éleutéristes. Le terme existe en grec, littéralement. Il a à voir avec le fait d'être libre et de se comporter avec générosité et grandeur. Et c'est un rapport à autrui. C'est un rapport à autrui qui fait preuve de noblesse et de grandeur. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est à partir de quand cette notion de libéral est-elle devenue politique? À quel moment a-t-elle acquis un sens politique? Alors, la réponse est très connue. On trouve les toutes premières occurrences chez Benjamin Constant, qui est un auteur suisse, du coup en français. On trouve en 1797, dans un texte qui s'intitule « Des réactions politiques », un texte très célèbre parce qu'il y a la fameuse discussion avec Kant sur le droit de mentir. Dans des réactions politiques, Constant emploie l'adjectif libéral. Madame de Staël emploie aussi dans Corinne, le roman assez connu de Madame de Staël, cet adjectif. C'est en 1807. Et Chateaubriand l'emploie dans le génie du christianisme. Mais alors c'est très drôle, j'ai trouvé une édition de 1840-41, dans laquelle, en bas de l'adjectif libéral, il y a une note de l'éditeur, en 1840 ou 41, et l'éditeur écrit « Même Chateaubriand succombe à la mode des anglicismes. En français, cela ne veut rien dire. » Bon, c'est l'édition,
que vous pouvez trouver en fait sur les Wikisources. Wikisources du génie du christianisme, vous verrez, la note est très drôle. Bien. Et quand vous regardez au XIXe siècle, en fait, même chez des auteurs dits libéraux, par exemple Tocqueville, dans la démocratie en Amérique, il n'y a qu'une seule occurrence. Une seule occurrence de l'adjectif libéral dans toute la démocratie en Amérique, c'est même quasiment 1100 pages. Et dans l'Ancien Régime et la Révolution, du même Tocqueville, 1856, j'ai trouvé 2 occurrences, dont ce qu'il appelle le génie libéral de la Révolution. Le génie libéral de la Révolution, dans l'esprit de Tocqueville, c'est la dissociation du prince et de l'État. Le prince n'est pas l'État, ce sont 2 entités distinctes. Bon, c'est quand même assez peu significatif. Mais en tout cas, ce sont les premières occurrences connues. Donc en fait, paradoxalement, c'est plutôt dans un cadre suisse que ça apparaît, puisque Constant et Stahl étaient à Coppet, en Suisse, dans le château de Necker. Donc Coppet, c'est le grand lieu de la discussion des libéraux, entre guillemets, mais c'est Necker qui prêtait un château pour que ces discussions aient lieu, et c'est là où, en fait, sans doute, l'adjectif a commencé à circuler. J'en viens au substantif, le libéralisme. Alors, ça vient, c'est assez connu aussi, mais c'est jamais rappelé, d'Espagne. Le mot n'est ni français ni anglais, il est espagnol, et c'est né en 1812, enfin 1811-1812, dans l'Assemblée des Cortes, quand l'Assemblée des Cortes voulait se libérer du joug français. Et donc ça a été utilisé pour penser la non-subordination à la présence française. Et les auteurs de l'Assemblée des Cortes avaient forgé ce néologisme de libéralisme. La toute première occurrence est de 1812. Il n'existe pas avant, en tout cas, personne ne l'a trouvé avant. Et, alors là, c'est assez marrant. Donc le terme est libéralismo en espagnol. Mendebiran en France l'emploie en 1819 dans son journal, et il est attesté en Angleterre en 1819 aussi. Mais quand vous lisez Balzac, dans beaucoup de romans de Balzac, j'ai trouvé ça, le mot apparaît, et Balzac ne l'emploie que pour dire que personne ne sait ce que c'est. Personne ne comprend ce terme. Donc tout ça, ce sont des faits historiques. Maintenant, je commence l'analyse par rapport à ces faits. Premier moment, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut toujours se le rappeler, si vous prenez toutes les grandes figures libérales, Locke, Mandeville, Hume, Voltaire, Montesquieu, Smith, Turgot, Madison, et même Ricardo, jusqu'à un certain point, tous ces auteurs sont antérieurs à 1812. Tous ces auteurs sont antérieurs à 1812, ils n'ont aucune idée de ce que peut être le libéralisme, et de toute façon, ils n'emploient pas l'adjectif libéral au sens où Constant ou Madame de Staël pourraient l'employer. Donc les libéraux, ceux que nous appelons comme libéraux, ne se pensent pas comme libéraux. Avant, peut-être 1860, en fait. Parce que même dans les années 30, 40, 50, c'est très clair chez Tocqueville, ils ne se pensent pas comme tels. Donc il est évident qu'il y a sans doute quelque chose d'anachronique, voire de trompeur, d'appeler des auteurs libéraux qui ne se pensaient pas comme libéraux. Deuxième moment de l'analyse, pourquoi dans l'Assemblée des Cortes, la notion de libéralisme est-elle née? Pourquoi est-ce que c'est eux qui ont eu besoin de cette notion-là? Alors ce qui est très drôle dans l'affaire, c'est que tous ceux qui ont été à l'origine du concept de libéralisme en Espagne étaient accusés d'emprunter tous leurs concepts aux Français. Quand vous lisez les textes de l'époque, on leur dit « vous êtes influencés par des Français, vous jouez un double jeu, vous faites semblant de vouloir vous libérer de Napoléon, mais en réalité, vous reprenez tous les concepts français, et donc sans doute libéralisme, qui est un concept incompréhensible, est un concept français. » Bon. Et à cela, Bartolomé Gallardo, sommé de dire d'où venait ce terme, dit dans un texte que je n'ai pas reproduit, mais ça vient du dictionnaire critico-burlesque de Gallardo. Il dit « l'expression, entre guillemets, liberales, ils la tiennent pour un gallicisme, pour un terme français. Par ma foi, ça n'en est pas un. Ce n'est pas chez les Français que nous l'avons pris, c'est chez les Romains. C'est chez les Romains. Donc ça veut dire qu'il y a toute l'entente de la noblesse, de la générosité romaine, antique, qui est associée à ce terme à l'origine. Et c'est explicite dans ceux qui l'ont conçu et qui l'ont forgé. Alors, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez les Romains qui justifie de se libérer de Napoléon? Parce que le lien est quand même là très très énigmatique. Pourquoi nommer avec un terme antique la libération à l'endroit des troupes napoléoniennes?
Je pense que la clé est dans le texte 5 de Léo Strauss. Elle est dans le texte 5 de Strauss, parce que, en fait, à la toute fin du texte que je vous ai mis, Strauss dit « L'homme libéral ne peut être soumis à un tyran ou à un maître. L'homme libéral ne peut être soumis à un tyran ou à un maître, et il sera presque toujours un républicain. La philosophie politique classique était libérale au sens originel. » Bien. Évidemment, se libérer du tyran Napoléon, ça correspond à cette définition-là, mais s'ajoute à cela, et ça va peut-être vous faire sourire parce que ça peut être naïf de prime abord, mais je pense que dans leur esprit c'est fondamental, s'ajoute à cela le fait suivant, c'est qu'il s'agit de libérer tout le monde du tyran. C'est pas simplement moi qui ne veux pas être esclave d'un maître, c'est je ne veux pas que mon peuple en entier subisse le joug d'un maître extérieur. Donc il y a de la générosité. Il y a un rapport à autrui, pour le dire autrement, il y a un rapport universel. Universellement, je veux libérer le peuple du tyran. Donc c'est pas simplement moi, c'est tout le monde. Et ben je pense que en fait, le terme est bien choisi. C'est bien choisi, c'est généreux. Je ne veux pas que mon peuple subisse le joug d'un tyran. Et ça ne concerne pas que moi. Donc, ça n'est pas autant une définition que je vous donne, mais c'est simplement un état d'esprit. Il y a une générosité de ne pas vouloir que autrui subisse ce que moi-même je ne peux pas tolérer. Mais, et j'en viens à ma partie un tout petit peu technique, c'est là que commencent les problèmes, c'est quand on est libéral, comment va-t-on justifier que ce que je ne veux pas pour moi, je ne le veux pas pour autrui non plus? C'est-à-dire, quel va être le nerf de la relation à autrui pour un libéral? Sur quoi ça se fonde? Bon. Alors, chez Descartes, qui n'est pas du tout un libéral au sens politique du terme. Il y a des textes, une lettre de Descartes très célèbre, où, par exemple, il considère qu'il faudrait sauver... il faudrait, pour sauver une seule personne qui vaut le coup, détruire tout un village. Bon. Descartes n'est pas du tout un libéral au sens moderne du terme, mais il y a une définition de la générosité. Chez Descartes, pourquoi y a-t-il un rapport à autrui possible? Pour une raison évidente, c'est la nature humaine qui est la même pour tous. Nous avons tous une même nature, et dans cette nature se trouve une volonté libre, c'est-à-dire ce qu'il appelle un libre arbitre. Tout le monde en est doté. Tout le monde. Donc, ce que j'admire en moi, je ne peux que l'admirer en autrui. Donc, je ne peux être que généreux avec autrui. Je vois le libre arbitre d'autrui et ça fonde un lien. Ça fonde un lien sur la nature humaine. Bien. Le problème, c'est que les libéraux, ceux qu'on appelle les libéraux, à partir du 18e, et leur obsession, c'est de détruire l'idée du libre arbitre. C'est de détruire l'idée qu'il y ait ce point commun entre les humains. Il n'y a pas, pour la plupart des auteurs libéraux, voire pour tous, de libre arbitre. Bon. Donc, en clair, pour les libéraux, le libre arbitre, c'est une fiction qui suppose d'admettre deux choses fausses. Un, il y aurait une volonté, c'est-à-dire il y aurait une faculté en plus du désir qui permettrait de produire des choses par soi-même, et pas simplement d'être stimulé par un manque extérieur. C'est-à-dire il y aurait une faculté qui produirait par elle-même des effets, et de surcroît, cette faculté ne serait pas soumise à la causalité externe. Elle ne serait pas soumise à la psychologie. Ah oui, la psychologie, c'est extérieur à la volonté. Si la volonté existe, elle ne peut que être en lutte avec la psychologie. Donc la psychologie est extérieure à la volonté. Elle est extérieure aux conditions sociales, elle n'en subit pas les effets, elle est extérieure à l'époque, l'époque n'aurait pas d'effet sur le libre arbitre, et sur la constitution biologique, c'est pareil. La constitution biologique pourrait ne pas avoir d'incidence sur le libre arbitre. Bon, quand vous êtes libéral et que vous tuez des fictions, vous dites non, c'est pas possible, ce n'est pas possible, ça ne peut pas exister, c'est un mythe. Il n'est pas vrai que nous puissions nous affranchir de toutes ces causalités-là. Ce n'est pas possible. Donc ils vont tuer tous, à peu près tous, l'idée de libre arbitre. Voire ils vont tuer, dans le cas de Hume, de Smith jusqu'à un certain point, l'idée même d'un moi. Même l'idée d'un moi n'existe pas. Hein. C'est une fiction chez Hume. Vous n'avez jamais croisé moi.
Hume a un texte très célèbre dans le traité de la nature humaine où Hume vous dit, mais examinez-vous vous-même. Vous n'avez jamais la conscience de vous-même, vous avez la conscience d'un état dans lequel vous êtes. C'est-à-dire vous avez conscience d'un état corporel ou affectif. C'est-à-dire vous avez toujours conscience d'un état psychologique ou biologique particulier. Vous n'avez jamais conscience de moi, enfin de soi. Jamais. Donc même le moi est peut-être une fiction. Hume défend l'idée selon laquelle c'est une fiction, et il y a une phrase assez amusante où il dit « Mais bon, si certains métaphysiciens ne sont pas d'accord avec cela, je leur laisse leur avis. » Mais c'est vraiment de la métaphysique pure, c'est une croyance absolue de croire qu'il y a un moi. Et Hume le démontre d'une manière assez convaincante. Donc, les libéraux nous disent « La liberté n'est pas la propriété d'une volonté, c'est une relation. C'est une relation par laquelle un agent va pouvoir agir sans subir trop de contraintes, dans laquelle il ne va pas être trop entravé. » C'est ça la liberté dite libérale. C'est pouvoir agir sans subir trop de coercition, sans subir trop d'entraves. Et donc, de ce point de vue-là, il y a eu un énorme débat pendant 20 ans, et c'est Aron qui a raison. Raymond Aron a écrit un seul livre sur le libéralisme, et en fait, c'était des conférences aux États-Unis, et en français, il l'a intitulé « Essai sur les libertés ». Sur les libertés. Et le pluriel avait fait beaucoup jaser. On avait dit, ah bon, il ne croit pas à la liberté, alors c'est pas un vrai libéral. Ah non, c'est un vrai libéral. Donc il ne croit pas à la liberté au sens classique, il ne croit pas au libre arbitre. Il n'y a que des situations dans lesquelles on peut être plus ou moins contraint. Et on va essayer de tendre vers des situations où on limite le nombre de contraintes qui pèsent sur nous. Ce ne sont que des libertés au pluriel. C'est lui qui a raison dans cette affaire. Et là, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait épuisant, mais je vous ai mis quelques textes quand même caractéristiques, un de Locke, au XVIIe siècle, et un de Hume. Ce sont les textes 8 et 9. Pour vous montrer à quel point ces grands auteurs-là sont vent debout contre l'idée d'une volonté libre et d'un libre arbitre. Je vous cite le texte 8, très rapidement, de Locke. Vouloir, ou une volition, est une action. Entendu, c'est pas du tout une faculté interne, hein. C'est une action. Et la liberté consiste dans le pouvoir d'agir. C'est-à-dire la liberté n'a de sens que dans l'action concrète, elle n'a pas de sens dans une détermination mentale du libre arbitre. Elle n'existe que concrètement dans l'action. Donc dans le pouvoir d'agir ou de ne pas agir. Donc dès qu'est proposée à la pensée une action possible sur le moment, on peut être libre quant au vouloir ou à l'acte de volition. Voici donc qui est évident, devant toute proposition d'action immédiate, on n'a pas la liberté de vouloir ou de ne pas vouloir, parce qu'on ne peut pas s'abstenir de vouloir. La liberté est en effet dans le pouvoir d'agir ou de s'abstenir d'agir, et en cela simplement. C'est très clair, il n'y a pas de libre arbitre, il y a simplement des actions qu'on va entreprendre ou qu'on ne va pas entreprendre. C'est tout. Et là, c'est vraiment la mentalité empirique, empiriste même. On admet que ce que l'on peut constater. J'ai constaté qu'il y avait des actions, ça ne se discute pas. Je n'ai jamais constaté qu'il y avait des actions libres. Montrez-moi une action libre. Bah, vous ne la trouverez pas. Elle est immontrable. Hume, beaucoup plus fort. Nous en venons, alors lui il va même placer la volonté parmi les passions. C'est quand même un culot dingue. Nous en venons à l'explication des passions directes, c'est-à-dire des impressions qui naissent immédiatement du bien ou du mal, du plaisir ou de la peine. De tous les effets immédiats de la souffrance et du plaisir, il n'y en a pas de plus remarquable que la volonté. La volonté est une passion qui naît de la souffrance ou du plaisir. C'est pas une action ou une faculté, c'est passif, c'est une passion. Et quoique, à proprement parler, elle ne soit pas comprise parmi les passions, nous en ferons toutefois ici le sujet de notre enquête, car la pleine compréhension de sa nature et de ses propriétés est nécessaire à l'explication des passions elles-mêmes. Je voudrais qu'on puisse noter que par volonté, je n'entends rien d'autre que l'impression interne que nous sentons, et dont nous sommes conscients lorsque nous suscitons sciemment un nouveau mouvement de notre corps, ou une nouvelle perception de notre esprit. Donc la volonté n'est à l'origine de rien. C'est ça qu'il veut dire. Elle n'est pas à l'origine de quelque chose, elle est le résultat passif par lequel on sent ce que l'on a fait ou pensé. Elle est à la fin et pas au début du processus. C'est une passion qui me permet de savoir ce que j'ai fait ou pensé. On va dire que ces auteurs, qui sont les fondements du libéralisme, soient des grands défenseurs du libre arbitre. Vous pourriez aussi
en allant voir les Français, puisqu'après tout, Rosenblatt nous dit qu'il faut aller voir les Français, on pourrait trouver chez Guizot des choses très surprenantes. On va voir que Guizot, au 19e, ne croit pas à la volonté. Je vous ai mis un texte, c'est le texte 10. Je vous lis simplement le deuxième paragraphe. Considéré isolément et en lui-même, l'individu ne dispose donc point de lui-même arbitrairement et selon sa seule volonté. L'individu ne dispose point de lui-même. Guizot, hein, arbitrairement et selon sa seule volonté. Sa volonté n'est point son souverain légitime. Tous les gens qui disent le libéralisme, c'est l'individu souverain, c'est l'atome qui fait ce qu'il veut et qui se moque des autres, c'est un délit intellectuel de dire ça. C'est faux, de A à Z. Tous les auteurs fondamentaux du libéralisme disent exactement le contraire. Ne serait-ce que parce que l'individu ne peut pas être souverain, parce qu'il n'a pas de volonté souveraine. C'est aussi simple que ça. Sa volonté n'est point son souverain légitime. Ce n'est point elle qui crée et impose à l'homme ses lois obligatoires, dont il ne saurait nier l'existence. Il les reçoit de plus haut. Chez Guizot, ça vient de Dieu et de la raison commune. C'est de dire à quel point ce n'est pas une théorie de la volonté souveraine, de l'atome souverain et de l'atome qui ne se soucie pas des autres atomes. C'est faux de dire cela. J'ai conscience que ça peut heurter certains d'entre vous, mais je tiens vraiment à ce qu'on cesse de croire cela, parce que c'est une très grave erreur intellectuelle de croire cela. Bien. Et pour dissiper tous les malentendus, Hayek, qui à mon avis a une vertu principale, c'est d'expliciter tous les malentendus sur le libéralisme. Hayek a passé sa vie, il a même écrit un livre entier là-dessus, dans la Constitution de la liberté, à dire « Arrêtez de croire que le libéralisme parle du libre arbitre. Arrêtez de croire que ce serait une liberté intérieure. Le libéralisme, c'est une relation à autrui par laquelle on demande de ne pas subir son joug. » Texte 11 de la Constitution de la liberté. « L'état de choses dans lequel un homme n'est pas soumis à la volonté arbitraire d'un autre, ou d'autres hommes, est souvent considéré comme un état de liberté individuelle ou personnelle. Chaque fois qu'il rencontrera le mot liberté, il emploie freedom, le lecteur saura que c'est à cela que nous nous référons. Et tout le reste est consacré à dire il n'y a pas de liberté intérieure. Il n'y a pas de libre arbitre. » Bien. Alors, le pas qu'on a accompli, c'est que la liberté dont parle le libéralisme n'est pas le libre arbitre, n'est pas la liberté intérieure, c'est un certain type de relation à autrui par lequel je ne veux pas être contraint, mais par lequel aussi je ne veux pas qu'autrui soit contraint. C'est évidemment réciproque. La question est, comment justifier la deuxième partie de ma phrase? C'est-à-dire pourquoi je ne voudrais pas qu'autrui soit contraint? Parce que moi je ne veuille pas l'être, ça se comprend. Mais pourquoi ça s'étendrait à autrui? Et là, je vais rentrer dans l'explication du lien social, dans ce qu'on peut appeler, avec beaucoup de guillemets, le libéralisme. C'est-à-dire sur quoi, quand on est, entre guillemets, libéral, on peut fonder le lien social. En fait, il n'y a que 3 possibilités logiques. Si on réfléchit, il n'y a pas 3000 solutions, il n'y en a que 3. Soit on dit, il y a un commandement qui vient de plus haut et qui m'impose de ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. C'est la vision du commandement, et on va voir qui la défend. Deuxième possibilité, il y a quelque chose en moi qui m'amène à m'identifier à autrui. Je m'identifie à autrui, et donc ce qu'autrui subit, je ne le tolère pas, et je n'aimerais pas qu'il subisse des choses que je ne subirais pas moi-même. Et là, ce serait une forme, pour parler d'une manière très contemporaine, d'empathie. Et il y a une troisième option, ce serait une option, je dirais, la nature humaine est contradictoire, elle est portée vers autrui et elle est portée à aider autrui, mais en même temps, elle aide autrui uniquement dans la rivalité, la concurrence et la destruction. La première option, l'option du commandement, en gros, pour aller très vite, c'est l'option de ce que l'on a appelé l'état de nature. Je vous rappelle ce que c'est que l'état de nature, très brièvement. C'est une fiction qu'inventent beaucoup d'auteurs au XVIIe siècle et qui imagine une situation dans laquelle il n'y aurait pas de société du tout. Il n'y aurait aucune institution, il n'y aurait aucune relation sociale, il n'y aurait que des individus. Et on regarde comment ils se comportent. En général, les anti-libéraux disent « Ah bah vous voyez bien,
Si dans l'état de nature, il n'y a que des individus, c'est que l'individu libéral, c'est un atome individuel. Ah bah non. Parce que dans l'état de nature, il y a toujours quelqu'un. En plus que les humains, il y a toujours Dieu. Il y a toujours Dieu. Chez Hobbes, chez Locke, chez tout le monde. Et Dieu, dans l'état de nature, donne des commandements. Il donne des commandements. Locke, qu'on présente comme la caricature de l'individualiste. Dans l'état de nature, l'homme n'est pas seul, il y a des commandements qui vont s'inscrire de la part de Dieu dans la nature humaine. Je vous lis le texte 12, second traité du gouvernement. On est encore dans l'état de nature. Locke écrit « Parce qu'ils sont pourvus des mêmes facultés, et parce qu'ils participent tous d'une nature commune, on ne peut supposer qu'il y ait parmi eux aucune subordination qui leur permettrait de se détruire les uns les autres, comme s'ils étaient faits les uns pour l'usage des autres, au même titre que les créatures de rang inférieur sont faites pour notre usage. Chacun est tenu de se conserver soi-même et de ne pas quitter volontairement son poste. Pour la même raison, lorsque sa propre préservation n'est pas en jeu, il doit, autant qu'il peut, préserver le reste du genre humain. » Et il ajoute « Afin que tous les hommes soient retenus d'empiéter sur les droits des autres, on est dans l'état de nature, hein, et de se faire du mal les uns aux autres, et afin que la loi de nature et la préservation de tout le genre humain soient observées. L'exécution de cette loi de nature est dans cet état, confiée aux mains de chaque homme. Et il y a même une punition pour ceux qui transgressent cela. Par là, chacun possède le droit de punir ceux qui transgressent cette loi, et cela d'une manière propre à en empêcher la violation. » C'est-à-dire que Locke envisage que la punition apparaît avant l'état social. Dès l'état de nature, on peut punir ceux qui ont nui au genre humain. Pour vous montrer que ce n'est pas du tout un apax, un cas isolé, le lien humain peut aussi être pensé d'une manière non obligatoire, mais à partir de la constitution humaine. Et là, pour aller très vite, en gros, c'est la solution écossaise du XVIIIe siècle. Les grands auteurs écossais, les lumières écossaises, vont dire « si j'entre en lien avec autrui, c'est parce que quelque chose en moi me force à le faire. » Et ce quelque chose en moi, ce n'est pas la raison, ce n'est pas la volonté, c'est ce qui a été théorisé sous le nom de sympathie. Sympathie. La sympathie, je vous ai mis le texte 13 qui en parle, où Hume, qui est un auteur écossais du XVIIIe, définit très bien cela. C'est l'idée, c'est une très belle idée, c'est l'idée selon laquelle, de manière naturelle, les sentiments sont contagieux. Les sentiments sont contagieux. C'est-à-dire, j'éprouve par contamination l'état dans lequel autrui se trouve. Donc, par contamination du sentiment, par sympathie, par en fait un lien sentimental entre tous les hommes, il n'est pas possible que je puisse souhaiter à autrui ce que je ne souhaite pas pour moi-même. Il y a des fous, il y a des pervers, Hume ne le nie pas, mais ils agissent contre le sentiment naturel qui lie les hommes entre eux et qu'il appelle sympathie. Et donc ça crée un lien universel de nature sentimentale. Et le grand théoricien de cela, c'est d'abord Hume, mais c'est ensuite Adam Smith. Je dis deux mots sur Smith. Adam Smith, c'est un professeur de philosophie morale. Ce n'est pas un économiste dans sa profession. C'est un professeur de philosophie morale dont les œuvres sont d'abord et avant tout des œuvres de philosophie morale. Son grand traité, c'est le traité des sentiments moraux. Et dans ce traité-là, il pense de manière encore plus subtile que Hume la question du rôle du sentiment dans la constitution du lien social. Soyons donc très clairs, la base du lien social chez Smith n'est pas l'intérêt. La base du lien social chez Smith n'est pas l'intérêt. La base du lien social, c'est la sympathie. À telle enseigne que dans la théorie, dans le traité des sentiments moraux, Smith radicalise Hume avec le concept que vous connaissez sans doute de spectateur impartial. Le spectateur impartial, quand on le lit dans le texte, pas dans des extraits tronqués, dans le texte, c'est le summum de la vie morale humaine, parce que c'est la preuve que l'homme est capable de se détacher de ses intérêts particuliers, pour penser une situation qui n'aurait pas de point de vue, qui ne serait pas l'intérêt de quelqu'un, et donc qui, d'une certaine manière, serait l'intérêt de tous.
Donc le spectateur impartial, c'est un spectateur impersonnel, qui s'arrache à ses intérêts particuliers, et c'est là le summum que Smith considère comme étant le but de la vie humaine. C'est un décentrement absolu, un décentrement à l'endroit des intérêts particuliers. Bien. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les Lumières écossaises ne sont pas des théories qui fondent le lien social sur l'intérêt. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une théorie de l'intérêt, hein, mais je dis par là, la théorie de l'intérêt personnel n'est pas le fondement du lien social. Parce que sinon, ça fonderait une guerre. Et ce n'est pas cela que Hume et Smith décident. La troisième option, je l'aborde très très peu. En gros, c'est une solution très rare, c'est celle de Kant, entre autres. Pour autant que Kant soit chez les libéraux. Kant a développé, je lis le texte 14, une solution dans laquelle les humains ne se supportent pas, les humains sont dans une relation hostile les uns envers les autres, et en même temps, ils sont portés les uns vers les autres. Bon, c'est la fameuse insociable sociabilité. Je ne la développe pas parce qu'en fait, elle n'appartient qu'à Kant, et donc elle n'est pas très significative. Bien, ce que vraiment j'espère avoir montré, c'est que c'est très très faux de croire que le libéralisme, au sens beaucoup de guillemets, serait une pensée de l'intérêt individuel comme fondement du lien social. Ce n'est pas le cas, et vous allez avoir beaucoup de mal à trouver des auteurs canoniques qui raisonneraient comme cela. Alors on pourrait me dire, oui, mais beaucoup d'auteurs libéraux parlent de la coopération. La coopération est un concept central du libéralisme, et on pourrait dire que la coopération n'a de sens que par rapport à l'intérêt. C'est-à-dire des intérêts se rencontrent et permettent une coopération sur la base d'intérêts personnels. Alors il est totalement vrai que la plupart des auteurs libéraux défendent l'idée d'une coopération dans la sphère sociale. Mais la coopération, ce n'est pas le fondement du lien social, c'est sa description. C'est-à-dire, la coopération n'est pas ce qui donne sa légitimité, ni même ce qui engendre le lien social, c'est ce qui se passe une fois que le lien social est là. Ça décrit la réalité une fois qu'elle est là, mais ça ne fonde pas le lien social. Donc il ne faut jamais confondre la description d'un phénomène avec son explication. La coopération est descriptive, elle n'est pas explicative. Je vous ai mis un texte de Mises, c'est le texte 15. Je ne commenterai pas longuement, mais regardez juste la première phrase. La société est action concertée, coopération. Bien sûr, c'est ce qu'elle est. C'est comme ça qu'on peut la décrire. Mais ce n'est pas ce qui la fonde. Ce qui la fonde, c'est soit la sympathie, soit des obligations transcendantes, ou des obligations de loi de nature ou rationnelles, soit, éventuellement, si on est kantien, cette espèce d'insociable sociabilité. Donc, j'avance un peu pour ne pas finir trop tard. Désolé, je suis un peu long. Excusez-moi. Je vais en tirer maintenant un certain nombre de conséquences, assez rapidement pour ne pas abuser de votre temps. Première conséquence, elle va concerner la tolérance, puisque c'est un concept qui a très longtemps été associé au libéralisme, et on a toujours l'impression que la tolérance, c'est venez comme vous êtes, on va vous accepter qui que vous soyez. Et ce serait la preuve que le libéralisme fonde un individu roi qui n'a pas à se conformer à ce que les autres réclament de nous. Bon, alors, c'est vrai que la tolérance est un concept qui apparaît au XVIIe chez Locke, et chez tout un tas d'auteurs un peu libéraux de cette nature-là. Mais, tolérance, qui est le mot en anglais aussi. Tolérance, ils savent tous que ça vient du latin. Et en latin, tolerantia, ça veut dire souffrir. La tolerantia, c'est une capacité à endurer la souffrance. Par exemple, on le garde encore quand on dit « il tolère la douleur ». Mais donc c'est désagréable. Il faut toujours se le rappeler. C'est pas une approbation, c'est désagréable, c'est une gêne. Donc c'est pas du tout une manière de dire « c'est super que vous soyez comme vous êtes ». Non, ça me gêne. Ça me gêne beaucoup et j'endure une sacrée souffrance. Je le tolère, enfin c'est quand même très désagréable. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va tolérer quelque chose qui nous gêne? Si on raisonne, par exemple, avec Locke. Locke a écrit plusieurs écrits sur la tolérance, qui sont d'ailleurs au programme de Cannes cette année. Et la réponse de Locke est fondamentale. C'est que la tolérance a du sens à une seule condition. Elle apparaît dans des contextes de guerre religieuse. Hein. Les sectes protestantes ne se supportent plus entre elles. Les protestants veulent exterminer les catholiques veulent exterminer les protestants. Les gens ne se supportent plus. Bon, il faut quand même se supporter, même si on n'est pas d'accord.
Et Locke dit, mais finalement, la tolérance n'a de sens qu'à partir du moment où on comprend que le pouvoir politique n'est pas en mesure d'assurer le salut des citoyens. Le pouvoir politique n'est pas en mesure d'assurer le salut des citoyens. Donc, le pouvoir politique n'est pas en mesure d'unifier la vie religieuse. La vie religieuse, comme on ne sait pas si le pouvoir politique a la bonne réponse en matière de salut, ne peut pas être unifiée autour de l'État. C'est le contraire de ce qu'on appelait l'érasmianisme, qui était une vision que Hobbes notamment avait défendue, et qui consiste à penser que c'est l'État qui doit être le pôle organisateur de la religion, à telle enseigne que l'État n'a pas à se différencier de la religion, portant anglicanisme radical. Bon, donc ce que je veux dire par là, c'est que la base de la tolérance dans l'esprit de Locke et de tous ses contemporains, c'est pas du tout la sacralité de l'individu, c'est pas du tout parce que l'individu est sacré qu'on le respecte, c'est parce que le pouvoir politique est impuissant. Le pouvoir politique est impuissant en matière sotériologique. Il n'est pas capable de garantir le salut des citoyens. Donc c'est très très différent de la sacralité de l'individu. Enfin, j'en viens au point cardinal, et je raisonne par l'absurde. Si tous les individus devaient être tolérés en tant qu'individus, aucun écrit sur la tolérance n'existerait, puisque tous les écrits sur la tolérance se finissent par des interdictions. Les lettres sur la tolérance de Locke, si vous les avez lues, se finissent par l'interdiction des athées, parce que les athées n'ont pas de dogmes moraux transcendants qui les rendent loyaux, par l'interdiction des catholiques, parce que les catholiques ont une seconde autorité extérieure à l'État qui est le pape, et ils sont donc une menace structurelle pour un État, et par l'interdiction, mais temporaire, des Quakers, parce qu'ils sont quand même fanatiques, mais on peut les raisonner contrairement aux catholiques. Donc, je veux dire par là que le texte fondateur de ce qu'on appelle la tolérance, de Locke, se conclut par une triple interdiction. Catholiques, athées, Quakers. Donc c'est pas du tout tolérer les gens tels qu'ils sont. Non, non. C'est le pouvoir politique est impuissant. Dans ce cas-là, on en prend acte, on tolère certaines sectes, dans la mesure où elles ne remettent pas en cause le fonctionnement collectif, ce qui veut dire, soyons très clairs, que la tolérance, c'est le seul moyen de sauver la vie collective. Ce sont les conditions pour sauver la vie commune. Dans l'esprit de Locke et puis de Bell, etc., de Pierre Bell en France, c'est le seul moyen de sauver la vie collective. C'est pas du tout une question individuelle. Pas du tout. J'ajoute à cela, par exemple chez Constant, mais il est loin d'être isolé, que la plupart des auteurs sur la question religieuse, qu'on qualifie de libéraux, ont tous dit la même chose. Constant le dit de manière parfaitement explicite dans son énorme volume de la religion. Ils disent tous la persistance du sentiment religieux depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui est la preuve absolue que ce qui mène la vie humaine n'est pas l'intérêt égoïste. Et oui, sinon le sentiment même religieux aurait dû s'effondrer, il aurait dû disparaître. Il n'aurait pas pu apparaître si tôt et puis durer si longtemps, ce n'est pas possible. Donc la vie égoïste ne peut pas être le moteur fondamental de la vie humaine. Sinon le phénomène religieux est inexplicable. Et tous les auteurs libéraux qui ont écrit sur la religion parviennent à la même réponse. Donc ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, je suis désolé, il est tard, je suis fatigué, un tout petit peu technique. Mais la deuxième conséquence, elle s'intéresse aux ennemis intellectuels du libéralisme. C'est-à-dire à qui les auteurs qu'on qualifie de libéraux en veulent-ils? À quoi en veulent-ils concrètement? En gros, à deux choses. Un, ils en veulent à tout ce qui introduit de l'oppression. Et deux, alors ça peut surprendre beaucoup d'entre vous, mais ils en veulent à l'utilitarisme. Car l'utilitarisme, on va le voir, c'est l'ennemi intime du libéralisme. Alors je vais aller vite en essayant d'être clair. En général, on dit que le libéralisme n'aime pas l'État. Le libéralisme en veut à l'État. Comme le rappelle Rosenblatt, c'est pas vrai. Aux États-Unis, les libéraux veulent plus d'État. C'est pas l'État le problème pour un libéral. C'est une très grave erreur. Le problème pour un libéral, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Ce sont ceux qui utilisent l'État dans une visée de coercition. C'est-à-dire ceux qui font de l'État un alibi pour la coercition. C'est pas la même chose. Et en réalité, ce que veulent dire les libéraux, la plupart d'entre eux en tout cas, c'est que l'État, dans des mains mal intentionnées qui sont la majorité des cas, devient une fiction. L'État devient une fiction parce qu'il occulte le fait qu'est mise en place une coercition, voire plus, une tyrannie, au nom du bien collectif. Donc le problème n'est pas l'État, le problème est la transformation de l'État en fiction qui dissimule le fait qu'une coercition est mise en place. Donc c'est très très clair chez Montesquieu,
Montesquieu ne dit rien d'autre, Montesquieu n'a rien contre l'État. En revanche, il en a contre des corps constitués qui utilisent l'État pour assouvir leurs problèmes personnels ou leurs vengeances personnelles. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs chez Montesquieu. L'expression n'existe pas. Chez Montesquieu, il existe une distribution des pouvoirs. Alors la nuance peut paraître inessentielle, elle est capitale. Séparation, ça veut dire c'est égal, chacun est séparé des deux autres. Distribution, ça peut être inégal. Et la distribution est totalement inégale chez Montesquieu, car l'enjeu problématique, c'est le pouvoir judiciaire. Parce que la coercition, elle ne vient que des juges. C'est eux qui emprisonnent, c'est eux qui tuent, c'est eux qui confisquent. Donc si vous voulez éviter la coercition de l'État, et Montesquieu n'a jamais rien dit d'autre, mais alors il a été totalement, je dirais, maquillé dans ce qu'il dit, Montesquieu n'a jamais demandé l'indépendance des juges. Pas du tout, jamais. Montesquieu dit le pouvoir, les trois pouvoirs le pire, ce sont les pouvoirs judiciaires. Parce que ce sont eux qui exercent la coercition. Donc c'est eux qu'il faut séparer. Et là, il emploie le verbe séparer. On va leur enlever le pouvoir exécutif et on va leur enlever le pouvoir législatif. Parce que sinon, ils vont être arbitraires et oppresseurs. Mais l'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. Par exemple, Montesquieu n'aurait jamais contesté un parquet. Il est évident que le pouvoir exécutif doit avoir une certaine main sur le pouvoir judiciaire. Donc, faites attention, hein, ce n'est pas une théorie de la séparation des pouvoirs, c'est une théorie de la distribution des pouvoirs en vue d'affaiblir le pouvoir judiciaire. Il le sait, il est magistrat. Hein. Il est magistrat, donc il sait de quoi il parle. Donc ça, c'est un problème central. Je vous ai mis un texte de Basquiat qui est très connu, que je n'ai pas le temps de lire. Maintenant, je vais aller un peu plus profondément, et pour moi, c'est là où il y a du génie chez Hayek. C'est qu'Hayek, à mon avis, a explicité la racine du problème. C'est qu'Hayek a compris que derrière tout ça, j'en ai pour 5 minutes, derrière tout ça, le problème, c'est l'hubris, c'est l'orgueil. C'est-à-dire, la racine de toutes les craintes des libéraux, c'est qu'il y a des humains pétris d'orgueil qui croient disposer de connaissances qui ne peuvent pas exister. Je m'explique. Hayek a essayé de montrer que quand, par exemple, un État organise, alors je suis désolé, hein, je sais que beaucoup de planificateurs sont bien vus ici, mais quand un État organise une planification, ça ne peut reposer que sur une forme d'hubris délirant. Parce que les connaissances qu'il faudrait avoir au sujet des anticipations des acteurs, des réactions que les acteurs vont avoir face à des décisions publiques, ne sont pas humainement possibles. Elles ne sont pas humainement possibles. Il n'existe pas de connaissances possibles qui permettraient d'anticiper comment réagissent des millions d'individus, voire des centaines de millions, à des décisions collectives. Ce n'est pas vrai. Sauf si on fait une chose. Sauf si on crée un État totalitaire. C'est-à-dire une coercition parfaite, dans laquelle on force les individus par la crainte à respecter les décisions et à aller uniquement dans le sens prévu. C'est-à-dire, je suis désolé de le dire ici, mais dans l'esprit d'Hayek, la planification, si on veut qu'elle soit suivie des faits, ne peut conduire qu'à une coercition totale. Parce que la connaissance qui permettrait d'anticiper les réactions individuelles n'existe pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quand on parle de mixité sociale, je prends un exemple très concret. Par exemple, pour le logement, la mixité sociale. Hayek vous dirait, mais il y a un double hubris. Un, il faudrait croire qu'on sait qu'il est bon moralement qu'il y ait de la mixité sociale. D'où vient ce savoir? Deux, il faudrait qu'on sache, en imposant des formes de mixité dans le logement, comment vont réagir les gens et comment le marché immobilier va réagir. Bon, il est évident que pour que le marché immobilier réagisse conformément aux prévisions du plan, il faut que le marché immobilier soit parfaitement contraint par des règles de nature totalitaire. C'est évident. Il ne peut pas en aller autrement. C'est ça que veut dire Hayek. Je ne dis pas que c'est ma thèse, mais je dis simplement que Hayek raisonne ainsi. Donc en fait, la racine de tous les maux, c'est l'hubris humain qui le conduit à croire qu'il y a des connaissances qui de toute façon ne peuvent pas exister, et au nom desquelles il va exercer des plans et des planifications. Il y a un article magnifique que je vous invite à lire, qui s'appelle « L'orgueil scientiste de Polytechnique ». On comprend tout Hayek là-dedans. Il dit « La caricature de cet esprit, c'est ce que Polytechnique fait depuis le 19e siècle. On forme des super-ingénieurs qui sont en fait formatés pour devenir des ingénieurs sociaux et qui croient qu'ils ont les connaissances nécessaires pour organiser le monde civil. »
Il dit c'est impossible, ça n'existe pas, mais ça répand l'idée que ça peut exister. Et donc ça forme une caste d'ingénieurs, d'ingénierie sociale en fait, qui est structurelle à la France. Donc il est très inquiet pour la France. Et alors c'est très drôle, petit détail, c'est un article qui avait été publié dans un recueil d'articles qui en anglais s'appelle La contre-révolution de la science. Et Raymond Barre a traduit quasiment tous les articles en français, sauf celui-ci. Bien. Et dernière conséquence suivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des leurs que les libéraux n'ont cessé de combattre, il ne reste que ça. L'un des leurs que les libéraux n'ont cessé de combattre, ça peut vous surprendre là aussi, mais c'est la mathématisation de l'économie. Pourquoi? Parce que mettre l'économie en équation, c'est faire croire qu'on manipule des savoirs incontestables. Mais lisez, je vous ai mis, je ne le dirai pas maintenant, le discours de réception du prix Nobel, entre guillemets prix Nobel, puisque ce n'est pas vraiment des Nobel en économie, d'Hayek. Hayek fustige tous ceux qui, en économie, croient que la prévision mathématisée des interactions est possible. Il conteste la mathématisation et la mise en équation pour tout ce qui concerne l'anticipation des agents. Ce n'est pas possible, c'est un savoir faux, mais qui est maquillé par sa mise en équation. Et même, là j'ai mis une citation, je vais la lire parce que sinon vous ne me croiriez pas, même Pascal Salin, qui est vraiment un des grands penseurs libéraux de l'économie, dans sa Bible Libéralisme, texte 19, même Pascal Salin dit cela. Je vous lis le texte 19. Le véritable libéralisme se refuse à distinguer dans l'activité humaine une partie économique et une partie qui ne le serait pas. Il respecte la personnalité unique de chacun, sa dignité, sa liberté dans le choix de ses objectifs. Et regardez bien ceci. Et il récuse par conséquent toute vision globale, mécaniciste, quantitativiste. Quantitativiste. On ne met pas en équation la vie individuelle d'un agent économique. Quantitativiste de la vie des hommes en société. Ah oui, c'est au cœur du libéralisme. Bien. Et, alors je finis très vite, dernier point que le libéralisme déteste, c'est l'utilitarisme. L'utilitarisme, c'est une idée, c'est une pensée qui est née avec Bentham, qui a été développée par Mill, qui est au cœur de la pensée d'un auteur que vous connaissez aujourd'hui, qui est Peter Singer. Peter Singer sur la condition animale et la libération animale, et qui en gros dit que le bien se définit par le maximum de bien-être et le minimum de souffrance, donc définit les choses d'un point de vue strictement sensible, c'est ce que l'on sent, et donc le bien-être doit être accru et le mal-être doit être réduit. Je caricature à fond parce que je n'ai pas le temps. Bon, pourquoi le libéralisme est-il vent debout contre l'utilitarisme? Je vous ai mis plein de citations anti-utilitaristes, depuis Benjamin Constant jusqu'à Elie Halili, vous verrez, et en passant par Popper et Hayek. L'utilitarisme, pour un libéral, c'est l'horreur. Pourquoi? Parce qu'il est évident que si vous dites « je dois accroître mon bien-être », il va à un moment donné être nécessaire qu'on définisse ce que la société accepte comme bien-être tolérable. C'est-à-dire, je veux dire par là, qu'il est évident que le bien-être des uns va finir par devenir un dogme et que la souffrance des autres sera jugée inessentielle. Je donne un exemple très simple. Si vous avez des enfants qui disent à leurs parents « je suis libre, je fais ce que je veux, j'en ai rien à faire de toi », on va dire « ah oui, super, l'enfant il a un bien-être qui se manifeste, on va le reconnaître dans son bien-être, il augmente son bonheur ». Ah oui, mais la souffrance des parents, vous comprenez de quoi je veux parler. Il est évident qu'il y a des choses dont on dit aux enfants « vous avez le droit de le faire, c'est très bien ». Et la souffrance des parents, s'ils commencent à la manifester, alors là, non. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut formater des mentalités pour que les gens finissent par accepter ce qui est considéré comme le bien-être légitime et qu'ils accordent une indifférence totale à des types de souffrance. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est mécanique. Donc les libéraux ont compris ça dès le 19e, dès que Bentham a écrit Constant, lui a répondu des choses assez dures, et Hayek, Popper, etc., ont écrit tout un tas de textes anti-utilitaristes. Et moi, ce qui me désole, c'est que souvent on confond de manière assez drastique ce qui relève de l'utilitarisme avec ce qui relève de la pensée libérale. Ça n'a rien à voir. Ils ne s'apprécient pas, ce sont deux choses fort différentes. Voilà, je m'arrête là, je pense. Arrêtez beaucoup trop. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.